Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une analyse du chapitre 2 et 3 du roman Athènes, le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Tout d'abord, nous allons commencer par un résumé qui va nous permettre de connaître les faits des deux chapitres. Alors, le narrateur opère un retour en arrière pour parler de son procès et de sa condamnation à mort. Il se rappelle la foule particulièrement nombreuse qui a envahi la salle du tribunal. Le beau temps qu'il faisait ce jour-là, et surtout le sentiment de terreur qu'il a éprouvé avant et après la prononciation du verdict fatal, ces souvenirs éprouvants sont suivis d'une longue méditation sur la vie et la mort, durant laquelle le condamné se sent assailli d'une effroyable sensation d'abandon et de désespoir. Alors nous allons développer cette analyse des deux chapitres selon les axes de lecture suivants. Axe 1. Une belle journée. Le narrateur insiste sur la beauté du temps qui a illuminé le jour de son procès. Cette beauté contraste vivement avec le verdict implacable rendu par la cour. En fixant son regard sur l'extérieur à travers les fenêtres ouvertes du tribunal, l'accusé cherche à enlacer la liberté et la lumière dont il est privé et qu'il ne retrouvera plus jamais. Son sort ne semble plus l'inquiéter. Le soleil radieux qui berce la nature dehors l'interpelle constamment. Il s'y abandonne à cœur joie. La lumière s'oppose continuellement à l'obscurité. La couleur noire qui assombrit sans arrêt les souvenirs du narrateur lui rappelle sa situation tragique et établit une violente rupture entre son passé et son présent. Après la prononciation de sa sentence, les belles scènes qui avaient réjoui le regard du narrateur se transformèrent subitement en images sombres d'une insoutenable laideur. Axe 2. Le fer, le froid et la mort. Alors, une petite introduction de cet axe. Le narrateur se débat dans un monde sinistre. Les sensations qu'il éprouve trahissent son profond désarroi qu'il cherche manifestement à cacher. Le milieu où il vit provisoirement présente trois facettes lugubres qui inspirent une sainte horreur au narrateur: le froid, le fer et la mort. Nous allons développer ces trois aspects, ou bien ces trois facettes lugubres, par la suite. Le froid. Alors le cachot, bien sûr, où se trouve le condamné, c'est un cachot souterrain, c'est un cachot glacial, parce que privé de lumière et de chaleur. Il est analogiquement comparé ou bien assimilé à une tombe. Mais le froid ressenti par le condamné n'est pas toujours utilisé au sens climatique du terme. Le prisonnier souffre d'un autre froid, c'est le froid de la terreur, qui le submerge tout entier au moment où la cour rend son jugement. La deuxième facette, c'est le fer. Alors, Bicêtre, qui est une prison, est un univers clos, où le silence n'est brisé que par le bruit du fer, qui se trouve partout où porte le regard captif des détenus. Dans ce monde fait de barreaux et de grilles, les prisonniers sont complètement déshumanisés. Ils sont considérés comme des bêtes dans une ménagerie. La dernière facette, c'est la mort. Condamné à mort. Bien sûr, mes chers élèves, vous vous rappelez l'étude de l'incipit. L'incipit qui est composé, ou bien où l'on retrouve cette expression condamné à mort à trois reprises
cités au début, au milieu et à la fin du chapitre, et que nous avons comparé à un refrain. Alors, la même chose, on la retrouve ici dans les chapitres 3, le chapitre 2 et le chapitre 3, et qu'on retrouvera également dans d'autres chapitres plus tard. Alors, dans les deux chapitres que nous sommes en train d'analyser, nous avons 4 occurrences de cette expression, c'est-à-dire 4 répétitions. Condamné à mort est une phrase qui rythme constamment le récit. Elle est relayée par d'autres illusions à la décapitation, c'est-à-dire la peine capitale ou bien la guillotine. Devenue plus certaine que jamais, le narrateur ne peut pas se défaire de cette fin tragique qui le guette sournoisement et qui se confond souvent avec l'image du sang. Le spectre de la mort se reflète aussi bien dans la physionomie des magistrats que dans la foule agitée qui encombre les locaux du tribunal. Axe 3. La foule. Alors, la foule est souvent comparée à une horde déchaînée et assoiffée de sang. Donc, je vous demande de vous référer au texte chapitre 2 et chapitre 3, où vous allez voir les différentes comparaisons, les différentes allusions à cette foule qui inspire aux condamnés un certain dégoût. Et nous allons voir plus tard pourquoi. Donc cette foule, comme je viens de le dire, elle est souvent comparée à une horde déchaînée et assoiffée de sang. Cette image répugnante qui assimile la populace à des charognards se disputant un cadavre sera développée dans les chapitres suivants, plus particulièrement dans le chapitre 48, où le narrateur, tout au long du trajet entre l'hôtel de ville et la place de Grève, se trouve face à face avec le peuple, un peuple avide de spectacles macabres. Voilà mes chers élèves, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.